Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Le fondement théorique du commerce international. La théorie du commerce international est la branche des sciences économiques. Elle s'intéresse à la modélisation des échanges de biens et de services entre États. Elle se penche aussi sur les questions d'investissement international et de taux de change. Elle comprend donc deux branches essentielles, à savoir la pensée classique, largement inspirée par David Ricardo, et les outils de l'organisation industrielle et de l'économie géographique. Seront ainsi présentés, premièrement, les théories classiques et modèles suivants. Théorie des avantages absolus, théorie ricardienne des avantages comparatifs, le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson, Hauss, le modèle Kern-Haberler, le modèle Ricardo-Vinet. Deuxièmement, les théories protectionnistes qui traitent du protectionnisme ou libre-échange, du mercantilisme, de l'échange inégal avec le tiers-monde, des avantages comparatifs autoconsolidants. Troisièmement, les nouvelles théories du commerce international, la théorie du cycle de vie des produits, la théorie stratégique du commerce, la théorie de la concurrence monopolistique, la théorie des rendements d'échelle croissants et effets de réseau. Quatrièmement, les modèles opérationnels. I1. Les théories classiques. Dans sa quête de faire triompher l'idée du libre-échange, Adam Smith montre à la fin du XVIIIe siècle, en 1776, qu'un pays ne doit pas hésiter à acheter à l'extérieur ce que les producteurs étrangers peuvent produire à meilleur compte que les producteurs nationaux. Il affirme que le pays qui vend un certain produit moins cher que tous les autres pays possède ainsi un avantage absolu pour ce produit. Smith indique alors qu'un pays doit se spécialiser dans la production de biens pour lesquels il possède cet avantage absolu et acheter tous les autres biens. Il sied de préciser que l'avantage se justifie, entre autres, par la disponibilité des ressources naturelles et d'une main-d'œuvre entreprenante. Il appert ainsi que la théorie des avantages absolus exclut l'échange réciproque entre pays ayant des niveaux très différents de développement. En effet, le plus développé des pays est susceptible de bénéficier de la productivité la plus élevée dans tous les secteurs. De ce point de vue, nous estimons que les flexibilités accordées aux pays africains par le droit de l'OMC ne sauront pas résoudre efficacement les inégalités entre l'Afrique et les pays développés. Aussi, nous ne partageons pas le point de vue Smith selon lequel le fait pour un pays de vendre moins cher un bien lui confère automatiquement l'avantage absolu, car si le bien vendu est de mauvaise qualité, les nations concurrentes peuvent en produire de bonne qualité. David Ricardo, en 1817, développe la théorie de l'avantage comparatif. Un pays peut bénéficier de la spécialisation en produisant les biens pour lesquels il possède un avantage comparatif, et ce, même s'il possède un désavantage absolu pour tous les biens qu'il produit. Il considère que le travail est le seul facteur de production, et que ce facteur est mobile à l'intérieur du pays, mais immobile internationalement. En réfléchissant sur les coûts comparatifs et non absolus, il démontre qu'il est avantageux pour chacun de se spécialiser dans la production pour laquelle il possède l'avantage le plus fort ou le désavantage le plus faible. La théorie ricardienne des avantages comparatifs lie le commerce international à des différences de technologie de production entre les pays. On note également que le modèle de Ricardo arrive à deux conclusions fondamentales, à savoir, les pays sont toujours gagnants à l'échange qui permet de produire de manière plus efficace. En situation d'échange, ils vont se spécialiser dans la production du bien où ils possèdent un avantage comparatif. Nous relativisons par conséquent, en disant que les inégalités sont dans une certaine mesure atténuées par les flexibilités et appellent les PED et l'Afrique à plus de dynamisme commercial. Le modèle d'Heckscher-Ohlin-Samuelson suggère que les échanges internationaux reposent sur des différences de dotation dans les facteurs de production. Le modèle est connu sous plusieurs noms. Il fut d'abord publié sous une forme plus littéraire par Bertil Ohlin, qui attribua la copaternité du modèle à son directeur de thèse, Elie Heckscher, en 1933. En 1941, Paul Samuelson et Wolfgang Stolpe en déduisirent un théorème important sur la rémunération des facteurs, systématiquement incorporé dans la présentation du modèle, désormais connu sous l'acronyme Hauss. Il en découle des conclusions suivantes. 1.
On a spécialisation partielle de chaque pays dans le bien relativement le plus intensif dans le facteur dont ce pays est relativement le mieux doté. 2. On a égalisation des prix relatifs des biens entre les pays. 3. En raison de la relation entre prix relatif et rémunération relative, la rémunération relative du facteur relativement le plus rare dans chaque pays diminue, tandis que celle du facteur relativement le plus abondant augmente. On note cependant que nonobstant la place centrale qu'occupe ce modèle dans la littérature, c'est avant tout à cause des intuitions qu'il souligne et de la richesse des résultats qu'il propose qu'il fait autorité. Cependant, il est contestable sur plusieurs points. 1. La plupart de ces prédictions sont infirmées par les flux du commerce international. En effet, on constate alors que les États-Unis ont un taux de capital par tête parmi les plus élevés. Ils exportent des produits relativement intensifs en travail, paradoxe de Léontif. 2. L'égalisation des prix relatifs n'est que rarement observée, même au sein d'une union monétaire comme la zone euro. Cette observation amène à étudier les conséquences de différences de demande entre les pays. 3. Dans ce modèle, la mobilité du capital conduit à une situation dégénérée, car après un équilibrage des dotations relatives, les pays se retrouvent en autarcie. Le modèle Kern-Haberler il stipule que tous les facteurs de production sont fixes et ne peuvent même pas passer d'une industrie à l'autre. Le modèle Ricardo-Vinet affirme que certains facteurs de production sont fixes, mais pas tous. Ainsi, lors de la production de deux biens, l'offre de travail est répartie entre deux secteurs. Le modèle explique le sens de l'échange international en développant un modèle à facteurs spécifiques, ou analyse néo-factorielle, qui énonce ses principes en introduisant d'autres facteurs de production que le travail, le capital et la terre. Le travail est le facteur le plus mobile, car pouvant se déplacer d'une industrie à l'autre. Le capital et la terre sont spécifiques à une industrie, et des ajustements vont se faire au niveau de ces facteurs. Ricardo et Vinet ont démontré que la dotation en facteurs spécifiques va maintenant déterminer le sens de l'échange et remettre en cause l'approche hausse. Le sens de l'échange est maintenant déterminé à travers la qualification de travail, car plus le travail est qualifié, plus il devient un facteur spécifique. Les propositions apportées par Ricardo et Vinet montrent que le revenu du travail diminue en termes du bien, dont le prix augmente, car l'augmentation de la valeur d'échange d'un bien, prix relatif, conduit à une augmentation de la rémunération réelle du facteur spécifique utilisé dans la fabrication de ce bien, et diminue la rémunération réelle du facteur spécifique utilisé dans la fabrication de l'autre bien, dans l'hypothèse où deux biens sont produits. I2. Les théories protectionnistes. Le protectionnisme vise à protéger de la concurrence internationale le marché intérieur d'un pays par différentes mesures. Dans la suite de cette étude, nous allons nous évoquer les théories du protectionnisme, le libre-échange, le mercantilisme, l'échange inégal avec le tiers-monde et les avantages comparatifs autoconsolidants. Si la dynamique du commerce international tend à favoriser la constitution des monopoles, alors il semble que le protectionnisme soit justifié pour contrôler les abus de position dominante, des monopoles étrangers, ou bien empêcher leur constitution. Paul Krugman estime que l'imperfection de la concurrence constituait l'argument théorique suffisant pour réfuter les thèses libre-échangistes. De ce point de vue, l'Afrique doit user de beaucoup de prudence dans la mise en œuvre de l'AFE qui apparemment ignore l'imperfection de la concurrence. Il convient de préciser que la concurrence peut être inexistante au plan matériel, mais jouer toutefois son rôle. Une entreprise en situation de monopole est par conséquent contrainte de se soumettre aux exigences de la concurrence si elle ne veut pas voir surgir de nouveaux concurrents. Il faut également considérer que l'intervention protectionniste suscite des représailles et provoque, en bout de course, une dégradation économique de tous les protagonistes. Le droit de l'OMS apparaît ainsi comme l'instrument régulateur d'un commerce fluide servant du développement de l'Afrique. Face à ces nouveaux arguments et aux études économétriques sur le sujet, on a finalement vu les nouveaux théoriciens du commerce international adopter une position favorable au libre-échange. Ainsi, Paul Krugman est devenu depuis l'un des plus fervents partisans du libre-échange, constituant de ce fait un exemple de ce phénomène. Les mercantilistes sont apparus via le bullionisme,
le colbertisme et le nationalisme. Le bullionisme correspond au mercantilisme méditerranéen de l'Espagne, du Portugal et de l'Italie. Il est axé sur l'accumulation de l'or. L'État veut s'enrichir pour financer les États-nations, ce qui le conduit à l'inflation et à la dépréciation de l'or. On assiste alors à une économie d'oisifs avec obligation d'importer des produits. Donc, l'Espagne ne s'enrichira pas, mais les pays voisins vendront à l'Espagne et s'enrichiront. Le colbertisme correspond au mercantilisme français et de l'Europe de l'Est. Les ministres cherchent à recentrer l'État dans les pays qui doit décider de tout, ce qui constitue la centralisation. C'est donc dans cette optique que Colbert va mettre en place des structures dans le but de produire pour revendre par la suite et exporter. Le nationalisme par contre concerne les pays anglo-saxons et la Hollande. Les Anglais sont de bons navigateurs. Ils achètent à un endroit pour revendre à un autre et ont développé le secteur de banque et assurance. La Hollande se financera grâce aux bourses de valeur qu'elle a créées. Les banques vont vouloir convertir les monnaies, ce qui permet la création de la monnaie papier et la conclusion des accords entre les banques de différents pays, dont les termes de convertibilité reposent sur l'étalon d'or. Les différentes théories du commerce international définissent, dans leur globalité, un état optimal pour l'économie mondiale. Elles sont cependant le résultat d'études, d'analyses exprimées sans tenir compte des variables liées aux situations des pays du tiers-monde. Au demeurant, il faut se mettre dans une bulle parfaite, où le libre-échange ne provoque que des résultats positifs, mais aussi laisser place aux situations d'oligopole. Il appert ainsi une sorte de pessimisme vis-à-vis des théories, mais cela n'empêche la recherche effrénée de l'amélioration des conditions de libre-échange, exemptes de notions économicides. Il importe de préciser que les États disposent d'instruments d'action directe sur les flux commerciaux, notamment les administrations douanières, les impôts indirects et les taux de change. Il n'est pas superfétatoire de rappeler ici que les multinationales ont un rôle crucial dans la régulation des flux commerciaux, les fixations de prix et les échanges de marchandises. Au regard de l'évolution rebelote de l'industrie, apparaissent des externalités positives, notamment les qualifications, le développement des industries sous-traitantes et les fournisseurs à proximité. Dès lors, on peut conclure que la taille du marché consolide l'avantage comparatif. Autrement dit, plus un marché est grand, plus les entreprises sont compétitives en comparaison de celles des autres marchés. Il existe également des facteurs susceptibles de créer l'avantage comparatif, notamment les subventions publiques, le volume de la consommation nationale. Il va de soi que l'ouverture au commerce international ne fait qu'accroître les écarts de compétitivité en renforçant les entreprises dominantes, et en concentrant les industries là où se présentent les avantages comparatifs initiaux. Ce dynamisme du commerce international provoque une tendance à l'émergence en forme de monopole, et les avantages comparatifs souvent étudiés en termes de rendement croissant. I3. Les nouvelles théories du commerce international. Selon Duprieux, l'économie est mouvement. C'est au regard du contexte actuel du commerce international que la théorie du commerce doit ainsi s'ajuster. Nous allons ainsi évoquer les nouvelles théories du commerce international. La théorie du cycle de vie des produits, la théorie stratégique du commerce, la concurrence monopolistique et les modèles de rendement d'échelle croissant et effet réseau. Les théories traditionnelles du commerce international se préoccupent peu des questions de dynamique ou d'évolution temporelle des spécialisations nationales. La théorie du cycle de vie des produits a été énoncée, pour la première fois, par Raymond Vernhomme en 1966. Au regard de la difficulté de tenir compte, concomitamment du commerce, de la croissance et des innovations produits, il s'agit moins d'une véritable modélisation économique que de la formalisation d'un certain nombre d'intuitions. La théorie affirme qu'un produit connaît un cycle de vie caractérisé par 3 états. 1. Innovation et consommation locale. 2. Maturité et production étrangère. 3. Standardisation et déclin. Lors de la période d'innovation, un produit à forte valeur technologique est produit dans le pays qui a fait la découverte à l'aide d'une main-d'œuvre fortement qualifiée, apparition d'un avantage comparatif extrême. Cette innovation est née du besoin de satisfaire une petite demande locale inélastique. Lors de la seconde phase,
la demande pour ce bien s'accroît dans les autres riches pays développés. Le pays précurseur dans la production du bien commence à exporter vers ces pays. Enfin, durant la troisième phase, les pays riches arrêtent de produire ce bien en raison de l'apparition d'une production peu coûteuse dans les pays en développement. Quant à la théorie stratégique du commerce, il faut dire que la théorie traditionnelle de l'échange international s'intéresse aux effets du commerce international sur les nations, en partant de l'hypothèse de base que la concurrence est pure et parfaite. Il est aussi déduit que le libre-échange améliore la position des nations commerçantes, incitant donc au démantèlement des barrières protectionnistes qui sont à la fois tarifaires et non tarifaires. On note tout de même que les situations de concurrence pure et parfaite sont rares, car l'essentiel du commerce industriel est réalisé pour des produits des secteurs que nous considérons comme des oligopoles lorsque nous les étudions sous leur aspect domestique. Dans la plupart des cas, les marchés sont en situation de concurrence imparfaite où le nombre de firmes produisant un bien et agissant sur le marché est faible. L'environnement oligopolistique ainsi obtenu est appelé environnement stratégique, caractérisé par l'émergence et la résistance du profit. En pareil cas, il peut être rationnel d'imposer une réglementation protectionniste. Le corpus idéal constitue la base théorique de la politique commerciale stratégique et a donné naissance à une nouvelle approche économique de l'échange international, dénommée Nouvelle économie internationale, avec comme pionniers Brander, Spencer et Paul Krugman. Il sied de préciser que l'apparition de cette théorie remonte à la fin des années 70, mais elle s'est surtout développée dans les années 80. Selon la théorie de la concurrence monopolistique des années 1930, la concurrence entre les entreprises ne se fait pas seulement sur les prix, mais aussi sur les produits. Il va de soi que chaque entreprise dispose d'un monopole sur un produit qui n'est pas strictement identique à ceux des entreprises concurrentes. De l'application de cette théorie, on découvre que 1. Vu que la création d'un nouveau produit n'est limitée que par la taille du marché, l'ouverture au commerce mondial permet d'accroître la variété des biens, ce qui permet une meilleure adaptation de l'offre aux demandes spécifiques des consommateurs. 2. Le commerce international se fait de manière intra-branche, car un pays peut à la fois importer et exporter une même catégorie de produits. Pour sa part, l'économie d'échelle signifie un accroissement de l'efficience de l'entreprise à la suite de l'augmentation de la demande de celle-ci, rendement d'échelle croissant. Ainsi, les économies d'échelle peuvent justifier la spécialisation internationale. Si l'on prend deux pays semblables en tout point, niveau technique, dotation en facteurs, taille et consommateurs au goût varié, et si l'on considère deux biens fabriqués dans les mêmes conditions, mais avec des rendements croissants dans les deux pays, on montre que malgré la similitude des coûts comparatifs qui ne justifieraient aucun échange entre eux, chacun peut trouver un avantage à la spécialisation et au commerce international pour obtenir plus de biens qu'en autarcie. Il apparaît ainsi que le commerce international permet à chaque pays de produire, plus efficacement, un registre limité de biens sans sacrifier la variété des biens consommés. L'augmentation de la production d'un bien génère des gains de productivité grâce aux économies d'échelle, donc un avantage comparatif. Mais l'avantage ne résulte pas de différences initiales entre les deux pays qui, par hypothèse, étaient parfaitement semblables. En revanche, il trouve son origine dans la spécialisation elle-même, recherchée pour bénéficier des rendements croissants. Cette explication est ainsi appelée théorie endogène de l'échange international, car c'est la spécialisation et l'échange international qui créent l'avantage comparatif né du phénomène d'économie d'échelle. I4. Les modèles opérationnels. Au-delà des théories sus-évoquées, il existe un certain nombre de modèles opérationnels de commerce international, le plus célèbre étant le modèle d'Armington. Ils sont principalement utilisés par les instituts de conjoncture et les banques centrales. Il s'agit moins de construire une théorie, comme c'est le cas pour les modèles précédents, que de construire un cadre permettant de prédire les niveaux d'exportation et d'importation. I5. Les théories de la facilitation des échanges. La facilitation des échanges revêt une importance cruciale pour réduire les coûts du commerce, qui restent élevés nonobstant la forte baisse du coût des transports, les progrès des technologies de l'information et de la communication et la réduction des obstacles au commerce dans de nombreux pays.
Il appert ainsi que l'AFE vise la réduction des coûts de transaction additionnels, ainsi que le temps improductif. Dans le contexte d'une économie mondiale interconnectée d'aujourd'hui, les efforts faits pour simplifier, accélérer et coordonner les procédures commerciales, et aussi pour libéraliser davantage les politiques commerciales, contribueront à l'éclosion charpentée des échanges mondiaux et aideront les pays à s'intégrer dans un système de production toujours plus mondialisé, au lieu de rester en marge du commerce mondial en évoluant en paria. Toute la problématique ici est de savoir pourquoi l'AFE est important. Quel sera son impact économique? Comment l'OMC arrive-t-elle à prendre des mesures importantes et novatrices pour aider les pays à maximiser les avantages de l'accord? L'économie mondiale peine encore à se relever, presque 10 ans après la crise financière mondiale. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se poursuivant. Le commerce international n'est pas épargné par cette stagnation. D'où la nécessité de réfléchir et de s'interroger si le ralentissement des échanges n'était pas dû à un problème plus structurel que cyclique, ne laissant rien présager de bon. Dans ce livre, nous allons examiner les principaux facteurs déterminant l'avenir du commerce, en considérant les coûts du commerce comme l'un de ces facteurs sans négliger les autres variables, notamment la démographie, l'accumulation de capital, les ressources naturelles et la technologie qui sont en fait les 4 roues de la croissance. Il sied tout de même de rappeler que les modifications des flux commerciaux sont dues à de nombreux facteurs, dont certains, comme les progrès technologiques, l'accumulation de capital et l'évolution de la main-d'œuvre, peuvent avoir des effets beaucoup plus marqués sur les flux que les modifications des droits de douane ou des coûts du commerce. Sur le plan sémantique, la facilitation des échanges est polysémique. Les définitions utilisées par les organisations internationales et dans la littérature académique varient considérablement, mais elles ont au moins 2 constantes. Les définitions étroites incluent uniquement l'amélioration des procédures administratives à la frontière, tandis que les définitions plus larges englobent aussi les modifications apportées aux mesures prises à l'intérieur des frontières. Les travaux de l'OMC sur la facilitation des échanges ont traversé différentes étapes, passant d'un mandat assez limité au lancement d'un processus de négociation ambitieux pour arriver enfin à un nouvel accord multilatéral. Dans le contexte de la mondialisation des réseaux de production, les pays ont de plus en plus reconnu la nécessité des règles mondiales concernant la facilitation des échanges. Des réformes pour ce faire ont été envisagées dans d'autres instances internationales, mais la logique multilatérale a finalement conduit à l'intensification des négociations à l'OMC qui ont abouti à l'AFE. La question intéresse aujourd'hui plusieurs organisations internationales. L'ABM, avec son expertise en matière de renforcement des capacités, soutient le processus de mise en œuvre en fournissant un financement au PED, en recueillant des données et en élaborant des indicateurs et des outils d'analyse concernant la facilitation des échanges. L'OMD a établi de multiples outils de facilitation des échanges et des recommandations sur les procédures, et elle renforce les capacités des PED et des PMA. La CNUSED y apporte aussi une importante contribution, grâce au Sidonia qu'elle a mis au point et diffusé très largement pour accélérer le dédouanement avec un logiciel plus performant, notamment le Sidonia World. Enfin, beaucoup d'autres organisations, comme l'OCDE, ont contribué au renforcement des connaissances techniques sur les mesures douanières en élaborant des indicateurs de la facilitation des échanges et en partageant les résultats de la recherche. Les modèles du commerce international peuvent être utilisés pour mieux comprendre les effets commerciaux et économiques de l'AFE. La facilitation des échanges vise à réduire les coûts du commerce, qui comprennent tous les coûts, hormis les coûts de production, liés à l'acheminement des produits du producteur jusqu'au consommateur final. Au-delà des différences d'approche relevées dans les théories du commerce international, leurs conclusions sur les avantages économiques résultant de la réduction des coûts du commerce sont complémentaires à bien des égards. Il nous semble que le cadre le plus simple qui peut être utilisé pour comprendre l'effet de la facilitation des échanges est le modèle de l'iceberg, qui établit une analogie entre la façon dont les coûts du commerce réduisent la valeur des marchandises pour les exportateurs comme pour les importateurs, et la façon dont un iceberg fond à mesure qu'il se déplace dans l'océan. L'inefficience des procédures commerciales pèse plus lourdement sur les économies que les droits de douane,
car dans le cas d'un droit de douane, une partie de la différence entre ce que paie l'importateur et ce que reçoit l'exportateur revient aux États sous forme de recettes fiscales. Pour un pays qui améliore ainsi ses procédures commerciales, les coûts du commerce sont ramenés à zéro. L'écart de prix disparaît. Les importateurs bénéficient en conséquence d'un prix plus bas, et les exportateurs d'un prix plus élevé pour le produit échangé. La facilitation des échanges accroît le bien-être des pays exportateurs et des pays importateurs, en améliorant leurs termes de l'échange. Ce qui aboutit à un résultat gagnant-gagnant, ayant comme corollaire la réduction des prix sur le marché au bénéfice des consommateurs. L'Afrique, dont les politiques publiques sont généralement incohérentes, et le pouvoir d'État transformé en pouvoir coutumier, pourrait faire profiter à sa population cette baisse des prix. Elle assurerait également au peuple le développement direct, que nous définissons comme le bien-être tiré par la population de la déflation, qui devrait leur permettre ainsi de contourner la gouvernance des dirigeants africains. L'analyse du modèle de l'iceberg peut être appliquée à un cadre plus général, établissant des interactions complexes entre les produits, les marchés et les économies. Les théories du commerce de Ricardo et Hock supposent que les différences de productivité ou de dotation en facteurs de production, respectivement, sont la base sur laquelle s'appuient les pays pour se spécialiser dans la production et l'exportation du produit pour lequel ils ont un avantage comparatif. Dans les deux modèles, la facilitation des échanges augmente les possibilités de spécialisation et d'échange entre les pays. Selon le modèle Hock, la facilitation des échanges peut améliorer le revenu réel des travailleurs dans les PED ayant une main-d'œuvre abondante. Dans le contexte africain, cette amélioration serait fragile. L'Afrique aurait tout intérêt à redynamiser sa production, en vue de devenir compétitive. La nouvelle théorie du commerce associée à Krugman estime que les coûts du commerce élevés entraînent à la fois une diminution des échanges et une concentration de la production manufacturière dans les pays développés. Ce phénomène s'explique en partie par les rendements d'échelle croissants de la production manufacturière, car le coût de production moyen diminue à mesure que le volume de production augmente. Les recherches récentes sur la théorie du commerce mettent en avant l'hétérogénéité des entreprises et les chaînes de valeur mondiales. Les dispositions pertinentes de l'AFE concernent la publication et la disponibilité des renseignements, article 1er, la possibilité de présenter des observations avant L'. Entrée en vigueur de lois et réglementations nouvelles, article 2, les décisions anticipées, article 3, les procédures de recours, article 4, la non-discrimination et la transparence, article 5, les redevances et impositions, article 6, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, article 7, la coopération entre les organismes présents aux frontières, article 8, le mouvement des marchandises, article 9, les formalités se rapportant à l'importation, AL', exportation et au transit, article 10, la liberté de transit, article 11, et la coopération douanière, article 12. En vue d'assurer sa mise en œuvre, l'AFE adopte une approche novatrice du TSD en faveur des PED et des PMA. Il introduit un système de catégories qui leur permet de déterminer le moment de la mise en œuvre des dispositions et le type de soutien à bénéficier, en termes de renforcement des capacités. La catégorie A contient les dispositions que les pays en développement et les PMA membres choisissent de mettre en œuvre au moment de l'entrée en vigueur de l'AFE, ou dans un délai d'1 an, dans le cas des PMA. La catégorie B contient les dispositions que les pays concernés mettront en œuvre après une période de transition, suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Enfin, la catégorie C contient les dispositions qu'ils mettront en œuvre après une période de transition et exigeant l'acquisition de la capacité de mise en œuvre, grâce à la fourniture d'une assistance et d'un soutien pour le renforcement des capacités. Au-delà des flexibilités additionnelles, y compris le droit pour les pays visés de transférer des dispositions de la catégorie B à la catégorie C, l'AFE propose une nouvelle démarche de mise en œuvre, permettant aux membres d'adapter la mise en œuvre à leur situation particulière. Les membres ont convenu d'une feuille de route pour l'entrée en vigueur de l'AFE. Il s'agit en fait d'une démarche processuelle après que les membres aient achevé l'examen juridique du texte de Bali et adopté le protocole d'amendement, ce qui fut fait le 27 novembre 2014,
et la voie au processus de ratification interne. Certains membres ont déjà déposé à cet effet leurs instruments d'acceptation. L'AFE devrait être ratifié par les 2/3 des membres pour prendre effet. À la 10e conférence ministérielle de l'OMC en décembre 2015, on avait réuni les 2/3 des membres représentant 108 membres sur les 164 que compte l'OMC. Une étape majeure pour le système commercial mondial a été franchie, le 22 février 2017, avec l'entrée en vigueur du premier accord multilatéral conclu depuis l'établissement de l'OMC. En recevant 4 ratifications supplémentaires, l'OMC a obtenu à la date d'ITO les instruments d'acceptation des 2/3 de ses 164 membres nécessaires à l'entrée en vigueur de l'AFE. Le Rwanda, l'Oman, le Tchad et la Jordanie ont présenté leurs instruments d'acceptation au directeur général de l'OMC, Roberto Azevedo, portant le nombre total de ratifications au-dessus des 110 requises. L'entrée en vigueur de cet accord, qui vise à accélérer le mouvement, la main levée et le dédouanement des marchandises aux frontières, marque le début d'une nouvelle phase des réformes destinées à faciliter les échanges dans le monde entier. Il crée une dynamique importante pour le commerce et le système commercial multilatéral dans son ensemble. Au-delà de l'AFE, il existe plusieurs enseignements importants qui se dégagent de la comparaison des dispositions des ACR relatives à la facilitation des échanges et de celles de l'AFE. Les ACR ne couvrent généralement qu'une partie des domaines visés par l'AFE. Il apparaît aussi que les ACR utilisent souvent une définition plus large de la facilitation des échanges et peuvent donc englober des domaines qui ne figurent pas dans l'AFE. A contrario, les ACR ne couvrent généralement pas un domaine très important de l'AFE, à savoir le traitement spécial et différencié, l'assistance technique. On note aussi de grandes disparités des dispositions et du niveau d'engagement. Certaines dispositions des ACR pourraient avoir des effets discriminatoires, même s'il existe peu de preuves tangibles d'une discrimination effective. Les faits donnent à penser, in globo, que les disciplines de base concernant la facilitation des échanges s'appliqueront, une fois l'AFE mise en œuvre, à de nombreux pays et à l'intérieur des pays, à de nombreux domaines qui ne sont pas encore couverts par les ACR. Toutefois, dans les pays où les domaines sont déjà couverts par les ACR, les dispositions pertinentes de l'AFE ne se substitueront pas à celles des ACR. L'AFE a l'avantage de réduire les inefficiences, en établissant les normes communes pour les mesures de facilitation des échanges et en diminuant les redondances réglementaires, deux fois ennuyantes, dans les pays qui sont partis à plusieurs ACR. L'accord réduira aussi la discrimination là où elle existe. Il va de soi que la complémentarité restera forte entre le niveau régional et le niveau multilatéral. Il sied également de noter que les dispositions pertinentes des ACR, plus ambitieuses ou plus spécifiques que celles de l'AFE, continueront de compléter l'AFE, dans la mesure où l'objectif reste la fluidité du commerce international. Les exportateurs pourront élargir leur part du marché d'exportation et les entreprises ayant un niveau de productivité plus faible, et entrer sur le marché d'exportation. Dans le contexte de la facilitation des échanges, les entreprises occidentales et orientales consolideront leur position du fait de la facilitation des échanges. L'Afrique doit ainsi exploiter au maximum son avantage comparatif et profiter des investissements étrangers par l'amélioration du climat des affaires, en exploitant les externalités positives. Les modèles des chaînes d'approvisionnement tiennent compte du fait que les composants du produit final complexe sont fabriqués dans divers pays. Le mode d'organisation de la production mondiale entraîne une accumulation des coûts du commerce, qui s'amplifie le long de la chaîne de valeur, de sorte que les procédures inefficientes aux frontières ont un effet dissuasif marqué sur le commerce. A contrario, l'effet positif de la facilitation des échanges sur le commerce, associé aux chaînes de valeur, est amplifié et les pays se spécialiseront davantage dans les stades de production où ils disposent d'un avantage comparatif. Au regard de la flopée d'avantages attachés à la facilitation des échanges, chaque pays devrait être incité à entreprendre lui-même des réformes. Mais la signature de l'AFE montre que le fait d'incorporer la facilitation des échanges dans un accord multilatéral crée des avantages additionnels par rapport à ceux qui peuvent être obtenus de manière unilatérale.
L'AFE confère une plus grande sécurité juridique aux réformes des procédures commerciales, en permettant l'adoption d'approches communes des questions douanières et des questions connexes, qui devraient accroître encore les bénéfices découlant de la facilitation des échanges en harmonisant les procédures douanières au niveau mondial. En prévoyant que les États membres plus riches apporteront une assistance et un soutien, pour le renforcement des capacités, aux PED et aux PMA, pour les aider à mettre en œuvre l'AFE. Cet accord aide à mieux apparier l'offre et la demande de renforcement des capacités. L'AFE pourrait aussi aider les gouvernements à remédier à un problème de crédibilité, en intégrant leurs engagements en matière de facilitation des échanges dans une institution dotée d'un mécanisme d'exécution efficace. Au dernier décompte, on a répertorié plus d'une douzaine d'instruments de facilitation des échanges, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet et de sa complexité. Il s'agit notamment des indicateurs Doing Business, de l'IPL de l'ABM, de l'ETI du FE mondial et des IFE de l'OCDE. Les indicateurs Doing Business mesurent les incidences de la réglementation commerciale et de la protection des droits de propriété sur les entreprises, notamment sur les petites et moyennes entreprises, y compris les coûts liés aux activités normales d'importation et d'exportation, via l'indicateur du commerce transfrontalier. L'IPL mesure la convivialité de la logistique des pays, en les classant selon les éléments suivants: douane, infrastructure, facilité d'organiser des expéditions, qualité des services logistiques, suivi, traçabilité et rapidité. L'ETI évalue la mesure dans laquelle les économies ont des institutions, des politiques, des infrastructures et des services qui facilitent les flux de marchandises à travers les frontières jusqu'à leur destination. Les IFE de l'OCDE sont élaborés sur la base de l'AFE de l'OMC et permettent de relier presque les indicateurs aux dispositions pertinentes de l'AFE. Ils sont donc bien adaptés pour analyser les effets commerciaux et économiques de la mise en œuvre de l'accord. Les coûts du commerce sont élevés, en particulier dans les économies à faible revenu. Les coûts du commerce dans les pays en développement équivalent à l'application d'un droit ad valorem de 219% sur les échanges internationaux. Même dans les pays à revenus élevés, ils équivaudraient à un droit ad valorem de 134%. Les estimations globales des coûts du commerce varient considérablement entre les secteurs et entre les régions. Ce qui nous pousse à croire que la mise en œuvre de l'AFE aura plus d'effet sur le commerce, dans certains secteurs de produits et certaines régions que dans d'autres. La fluidité du dédouanement des marchandises à la frontière, la facilitation des échanges pourrait doper sensiblement le commerce des produits agricoles périssables. Les mêmes effets pourraient s'observer sur les produits manufacturés intermédiaires qui entrent de manière prépondérante dans les chaînes de valeur mondiales, où le délai de livraison et la prévisibilité de ce délai constituent ce maillon essentiel. D'après certaines estimations, la mise en œuvre complète de l'AFE pourrait entraîner une diminution des coûts du commerce de 14,3% en moyenne. La diminution des coûts du commerce se situerait entre 9,6% et 23,1%. En principe, ce sont les pays africains et les PMA qui devraient enregistrer la plus forte réduction moyenne des coûts du commerce, soit plus de 16%, grâce à la mise en œuvre intégrale de l'AFE. Mise en œuvre devant réduire les coûts du commerce de 18% pour les produits manufacturés et de 10,4% pour les produits agricoles. La mise en œuvre complète de l'AFE peut aussi réduire de plus d'1 jour et demi les délais d'importation et de près de 2 jours les délais d'exportation, soit respectivement une réduction de 47% et 91% par rapport à la moyenne actuelle. La réduction concomitante des coûts variables et des coûts fixes liés à l'exportation, à la facilitation des échanges, accroît les exportations des entreprises qui participent déjà au commerce international, tout en permettant à de nouvelles entreprises d'exporter pour la première fois. Il va de soi que la mise en œuvre rapide et complète de l'AFE permet d'accroître les bénéfices en termes de commerce et de production. Pour ce faire, il existe 2 méthodes économiques, les plus utilisées pour estimer l'effet des réformes de facilitation des échanges sur le commerce: le modèle de gravité et le modèle de GC. Les 2 méthodes sont une garantie de cohérence des résultats et apporteront un point de vue complémentaire sur les avantages de la mise en œuvre de l'AFE, comme l'a fait l'OMC,
tout en permettant la formulation de certaines observations. Au regard des simulations du modèle EGC, les bénéfices d'exportation découlant de l'AFE seraient compris entre 750 milliards et plus de 1000 milliards de dollars par an. Selon les estimations tirées du modèle de gravité, la pleine mise en œuvre de l'AFE pourrait se traduire par une augmentation des exportations mondiales de l'ordre de 1800 milliards à 3600 milliards de dollars. Dans les deux cas, l'ampleur des gains est plus importante avec une mise en œuvre intégrale et rapide de l'AFE. Partant du fait que les coûts du commerce font partie des facteurs qui influent sur le commerce mondial, la mise en œuvre de l'AFE donnera une vigoureuse impulsion économie mondiale, nécessaire aujourd'hui, mais qui pourrait se prolonger dans le futur. À l'horizon 2015 à 2030, la mise en œuvre de l'AFE peut entraîner une augmentation de 2,7% par an, de la croissance des exportations mondiales et une augmentation de plus de 0,5% par an, de la croissance du PIB mondial, notamment des exportations des pays en développement, de l'ordre de 170 milliards à 730 milliards de dollars par an, d'après les études de l'OMC. Cette affirmation ne reflète cependant pas la réalité, au regard du retard infrastructurel, technologique. À long terme, l'AFE risque de placer l'Afrique dans une dépendance économique pérenne. De plus, les simulations du modèle EGC indiquent qu'à l'horizon 2015 à 2030, la mise en œuvre intégrale et rapide de l'AFE pourrait augmenter de 0,9% par an, la croissance économique des pays en développement et stimuler leurs exportations de 3,5% supplémentaires chaque année. S'agissant des estimations du modèle de gravité, elles indiquent que le volume des exportations des produits d'exportation traditionnels des PMA vers les marchés peut s'accroître de l'ordre de 13 à 36%. Pour les PED, en particulier les PMA, les réformes en matière de facilitation des échanges peuvent aussi procurer des avantages importants en termes de diversification des exportations. Ce qui permet de protéger les PED et les PMA contre les chocs commerciaux dans certains secteurs ou sur certains marchés d'exportation. La mise en œuvre complète de l'AFE par les PMA pourrait augmenter de 36%. Dans le même ordre d'idées, les PMA pourraient augmenter de près de 60% le nombre de destinations d'exportation par produit si l'AFE est pleinement mise en œuvre. La rapidité et la prévisibilité des délais de livraison sont essentielles pour la bonne gestion des chaînes de valeur mondiales, ainsi que pour le commerce des produits agricoles périssables et pour le commerce des textiles et des vêtements, soumis au cycle rapide de la mode. La facilitation des échanges stimule le commerce de ces produits en réduisant le temps nécessaire pour exporter et accroître la prévisibilité des délais de livraison. Il est donc évident que la facilitation des échanges stimule la participation des PME au commerce. L'écueil des procédures commerciales, des formalités douanières et des réglementations commerciales est souvent cité comme un obstacle fondamental à la participation des PME aux exportations. Les grandes entreprises, en particulier les sociétés multinationales, sont en effet mieux armées face à des environnements réglementaires complexes. Il est établi, notamment, que plus les délais d'exportation sont longs, plus les exportations sont dominées par les grandes entreprises. En réduisant les délais d'exportation, l'AFE peut soutenir le rôle des PME dans les exportations. Le rapport d'enquête de l'ABM, qui couvre près de 130 PED, constate que statistiquement, les micro-entreprises et les PME ont beaucoup plus de chances que les grandes entreprises d'exporter et d'accroître leur part des exportations lorsque les délais de dédouanement sont réduits. Par conséquent, les pays à faible revenu ont plus à gagner avec la facilitation des échanges que les pays à revenus élevés. Mais, celle-ci peut aussi avoir des effets de redistribution au niveau national dont les pauvres peuvent bénéficier. La réduction des retards et l'incertitude de la livraison font que les réformes visent à faciliter le travail de ceux qui exportent des denrées périssables. La facilitation profite aux producteurs ruraux pauvres et entraîne la simplification des réglementations. Ce qui est un avantage considérable pour les petits commerçants, les commerçants informels et les femmes commerçantes qui, bien souvent, n'ont pas la capacité ou les ressources nécessaires pour se conformer à des prescriptions complexes concernant les documents requis. Pour des États aux petites économies, la facilitation des échanges entraîne non seulement une augmentation du commerce, mais également celle des flux d'IED.
Ce phénomène est confirmé par l'analyse empirique, qui montre la corrélation positive et statistiquement significative entre la facilitation des échanges et les flux d'IED entrants, sur la base d'un ensemble de données portant sur 141 pays et sur une période de 10 ans, 2004 à 2013. Les réformes liées à la facilitation des échanges permettent d'accroître les recettes publiques, en augmentant les flux commerciaux. Ce qui élargit le bassin des contribuables, améliorant ainsi le recouvrement des taxes à tous les niveaux d'importation et renforce la détection de la fraude douanière et de la corruption. En Afrique, les aspects anthropologiques plombent le recouvrement optimal des recettes douanières. L'adoption plus large des TIC et l'automatisation de la gestion douanière sont parmi les mesures les plus efficaces pour faciliter les échanges et améliorer le recouvrement de recettes. Les difficultés énergétiques ne font pas bénéficier au continent les mêmes avantages qu'aux membres de l'Occident ou de l'Orient. Plus les procédures commerciales prennent du temps, plus il y a d'incitation à recourir à des pratiques frauduleuses à la frontière. La facilitation des échanges, censée réduire la durée des procédures, offre ainsi la possibilité de limiter l'incidence de la corruption liée au commerce. Chapitre 2 – Les aspects institutionnels de l'Organisation mondiale du commerce. Les organisations internationales, sujets du droit international, sont régies par des textes juridiques. Elles révèlent également des aspects organisationnels, notamment les structures et les acteurs. L'organisation est en fait une fonction de management ayant pour raison d'être la structuration organisationnelle. Le comportement met toujours en jeu une interaction entre la personne et la situation. D'où l'intérêt de connaître l'OMC pour mieux comprendre la facilitation du commerce. Le commerce mondial est de nos jours régulé par l'OMC, de telle manière que sa compréhension et l'intention stratégique des États passent inéluctablement par la maîtrise des règles édictées par elle. Ainsi, dans la suite de ce chapitre dédié spécialement aux normes du jeu du négoce transnational, un accent particulier sera mis sur le fonctionnement de l'OMC, de manière à en évaluer l'impact sur le développement du continent africain. Une démarche qui se justifie par le fait que la facilitation des échanges s'appuie sur la machine OMC, qui en constitue la rampe. 2.1. L'historicité des faits. L'OMC est né sur les cendres du GATT, conclu le 30 octobre 1947, entre 23 pays fondateurs. Il sied de noter que cet accord s'est substitué au projet d'organisation internationale du commerce prévu par la Charte de La Havane. Charte jamais ratifiée, et qui s'était heurtée à l'opposition américaine. À la place des accords bilatéraux préférentiels, le GATT veut instituer une logique multilatérale fondée sur la non-discrimination. Le GATT donnera naissance à une structure comparable à l'OIC, soit 48 ans plus tard, à l'issue de l'Uruguay Round avec la création de l'OMC. L'objectif primordial du système est de contribuer à favoriser, autant que possible, la liberté des échanges, tout en évitant les effets secondaires indésirables, au regard du rôle que jouent les échanges internationaux dans le développement économique et le bien-être. Il s'agit, notamment de supprimer les obstacles et d'informer les particuliers, les entreprises et les pouvoirs publics sur les règles commerciales en vigueur dans le monde, et de leur donner l'assurance qu'il n'y aura pas de changement brusque dans les politiques appliquées qui se veulent transparentes et prévisibles. Adopté le 15 avril 1994, l'accord de Marrakech est entré en vigueur le 1er janvier 1995, donnant ainsi naissance à l'OMC. Mais le système commercial que l'organisation représente est vieux de plus de 50 ans. En 1948, le GATT établissait les règles du système, dont le cinquantenaire a été commémoré lors de la deuxième conférence ministérielle de l'OMC tenue à Genève en mai 1998. L'accord donnait naissance au GATT, organisation internationale officieuse existant de fait, ayant fonctionné à travers plusieurs cycles, dits rounds de négociation, dont le dernier et le plus important est le cycle d'Uruguay, 1986 à 1994, qui a conduit à la création de l'OMC. À la différence du GATT qui régissait principalement le commerce des marchandises, l'OMC et ses accords visent aujourd'hui le commerce des services ainsi que la propriété intellectuelle. Le GATT a constitué, de 1948 à 1994, les règles régissant une grande partie du commerce mondial,
au cours des périodes pendant lesquelles le commerce international a enregistré quelques-uns de ses taux de croissance les plus élevés. Il semblait solidement établi, mais tout au long des 47 années, le GATT était un accord et une organisation provisoire. L'idée de départ était en tout cas, de créer, à côté de la BM et du FMI, deux institutions de Bretton Woods, une troisième organisation qui s'occuperait du volet commercial de la coopération économique internationale. Plus de 50 pays ont en effet participé aux négociations visant la création de l'OIC, une institution spécialisée des Nations Unies. Le projet de charte de l'OIC était ambitieux. En plus des disciplines en matière de commerce international, il comprenait des règles concernant l'emploi, les accords de produits, les pratiques commerciales restrictives, les investissements internationaux et les services. L'intention stratégique était de créer cette institution lors d'une conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, en 1947 à La Havane, Cuba. Au même moment, 15 pays avaient engagé des pourparlers en décembre 1945, en vue de réduire et de consolider les tarifs douaniers. La Deuxième Guerre mondiale venait tout juste de s'achever, et ces pays manifestaient l'intérêt de soutenir la libéralisation du commerce. Il fallait remédier à la foultitude de mesures protectionnistes, restées en vigueur depuis le début des années 30. La première série de négociations a abouti à un arsenal juridique et à 45 000 concessions tarifaires portant sur environ 1/5 du commerce mondial, soit 10 milliards de dollars. Lors de la signature de l'accord du GATT, le 30 octobre 1947, le nombre de participants avait augmenté pour atteindre 23. Les concessions tarifaires sont entrées en vigueur le 30 juin 1948, par le biais du protocole d'application provisoire. Ainsi, le nouvel accord général sur les tarifs douaniers et le commerce était né, avec 23 membres fondateurs, appelés parties contractantes, faisant également partie du groupe plus vaste des pays qui négociaient la charte de l'OIC. L'une des dispositions du GATT prévoit que les membres devaient accepter rapidement et à titre provisoire certaines des règles commerciales contenues dans le projet, afin de protéger la valeur des concessions tarifaires qu'ils venaient de négocier. Les participants ont précisé la manière dont ils envisageaient les rapports entre le GATT et la charte de l'OIC, mais ils avaient tout de même envisagé la possibilité que l'OIC ne soit pas créée. La conférence de La Havane a débuté le 21 novembre 1947, soit moins d'un mois après la signature du GATT. La charte de l'OIC a finalement été acceptée à La Havane en mars 1948, mais sa ratification par les parlements nationaux s'avéra impossible dans certains pays. La principale opposition émanait du Congrès des États-Unis, alors que le gouvernement américain avait milité très activement en faveur de l'OIC. Le GATT est ainsi devenu, de 1948 à la création de l'OMC en 1995, le seul instrument multilatéral régissant le commerce mondial. Pendant environ 50 ans, les principes juridiques fondamentaux du GATT sont restés pour l'essentiel, tels qu'ils étaient en 1948. Des amendements y ont été apportés sous la forme d'une section sur le développement, ajoutée dans les années 60, et d'accords plurilatéraux dans les années 70, et les efforts se sont poursuivis pour continuer à réduire les droits de douane. Dans la plupart des cas, les résultats obtenus dans ce domaine ont été rendus possibles par des séries de négociations commerciales dénommées cycles ou rounds. Les premiers cycles de négociations commerciales étaient axés sur la réduction des droits de douane. Vers le milieu des années 60, le Kennedy Round a abouti à l'accord anti-dumping du GATT et à une section sur le développement. Dans les années 70, le Tokyo Round a été la première tentative majeure visant à remédier aux obstacles au commerce, autres que les droits de douane, et à améliorer le système. Toute la question ici est de savoir si l'Afrique a bénéficié des avantages susceptibles d'accélérer son développement. Le cycle d'Uruguay est la 8e des séries de négociations. Il a, notamment, débouché l'adoption d'un nouvel ensemble d'accords. La création de l'OMC a marqué la plus grande réforme du commerce mondial depuis la Deuxième Guerre mondiale. Elle a aussi concrétisé l'objectif visé, sans succès en 1948, par le projet de création de l'OIC. L'histoire de ces 47 années a pour une grande partie été écrite à Genève, siège de l'OMC. Elle retrace aussi un parcours mouvementé et intercontinental,
depuis ses débuts timides en 1948 à La Havane, Cuba, en passant par Annecy, France, Torquay, Royaume-Uni, Tokyo, Japon, Punta del Este, Uruguay, Montréal, Canada, Bruxelles, Belgique, jusqu'à Marrakech, Maroc en 1994, sous l'égide du GATT, rescapé de la tentative avortée de créer l'OIC. En rappelant la contribution du GATT à l'établissement du système commercial multilatéral solide et prospère, devenu de plus en plus libéral, au travers des séries de négociations commerciales, mieux connues sous le vocable Round, nous voulons également insister sur la nécessité de la révision approfondie du système dans les années 80, qui a donné lieu au cycle d'Uruguay, avant de déboucher sur la création de l'OMC. Menée entre 1973 et 1979 avec la participation de 102 pays, le Tokyo Round a poursuivi les efforts entrepris du GATT pour réduire graduellement les droits de douane. Dans d'autres domaines, le Tokyo Round a eu un succès mitigé, car il n'a pas permis de résoudre les problèmes fondamentaux affectant le commerce des produits agricoles, ni de conclure un accord modifié sur les sauvegardes, mesures d'urgence concernant l'importation. Toutefois, les négociations ont abouti à une série d'accords sur les obstacles non tarifaires qui, dans certains cas, interprétaient les règles existantes du GATT et dans d'autres, innovaient totalement. Il ne s'agissait pas en fait des instruments multilatéraux, mais c'était un début. Plusieurs accords ont été plus tard modifiés lors du cycle d'Uruguay et transformés en instruments multilatéraux acceptés par tous les membres de l'OMC. Seuls 4 d'entre eux sont restés plurilatéraux, notamment les arrangements relatifs au marché public, à la viande bovine, aux produits laitiers et aux aéronefs civils. Il est important de préciser qu'en 1997, les membres de l'OMC ont décidé de mettre un terme aux accords sur la viande et le secteur laitier, et de conserver uniquement les 2 autres. Le GATT a indubitablement réussi, pendant 47 ans, à promouvoir et à assurer la libéralisation d'une grande partie du commerce mondial, nonobstant son caractère provisoire et son domaine d'action limité. Les réductions continues des droits de douane, à elles seules, ont lubrifié une expansion très dynamique des échanges mondiaux d'environ 8% en moyenne par an pendant les années 50 et 60. En sus, l'élan acquis par le mouvement de libéralisation a contribué à un accroissement du commerce constamment supérieur à celui de la production pendant toute l'existence du GATT. Ceci montre la capacité croissante des pays de faire du commerce les uns avec les autres et d'en tirer profit. L'afflux de nouveaux membres pendant le cycle d'Uruguay a démontré que le système commercial multilatéral était reconnu comme un fleuron du développement et un instrument de réforme économique et commerciale. La réduction très considérable des droits de douane obtenus par le GATT, conjuguée à une série de récessions économiques dans les années 70 et au début des années 80, a poussé les gouvernements à développer d'autres formes de protection pour les secteurs exposés à une concurrence agressive. Les taux de chômage élevés et les fermetures constantes d'usines ont en Europe occidentale et en Amérique du Nord amené les gouvernements à négocier des accords bilatéraux de partage des marchés avec les concurrents et à se lancer dans une course aux subventions pour conserver leur part du marché des produits agricoles, accords qui ont entamé la crédibilité du GATT. Cet aspect des choses pourra, nous semble-t-il, renforcer la dépendance et retarder l'émergence de l'Afrique. Le problème ne se limitait pas à la dégradation du climat en matière de politique commerciale. Au début des années 80, il est apparu clairement que l'accord général n'était plus aussi adapté aux réalités du commerce mondial qu'il l'avait été dans les années 40. Primo, les échanges mondiaux étaient devenus beaucoup plus complexes et importants que 40 ans auparavant. La globalisation de l'économie mondiale progressait. Le commerce des services qui n'étaient pas couverts par les règles du GATT commençait à présenter un intérêt majeur pour de plus en plus de pays, et les investissements internationaux s'étaient accrus. L'éclosion du commerce des services avait une corrélation avec l'augmentation du commerce mondial des marchandises. À d'autres égards, les règles du GATT étaient jugées insuffisantes, notamment dans l'agriculture où les lacunes du système multilatéral étaient largement exploitées et les efforts de libéralisation avaient donné peu de résultats. On note à cet effet que même la structure institutionnelle du GATT et son système de règlement des différends étaient une source de préoccupation. Tous ces facteurs, conjugués à d'autres,
ont convaincu les membres du GATT qu'il fallait déployer un nouvel effort pour renforcer et élargir le système multilatéral, en lançant le cycle d'Uruguay, la déclaration de Marrakech et la création de l'OMC. Le cycle d'Uruguay a duré 7 ans et demi, pratiquement 2 fois plus que la durée initialement prévue. Lors de la phase finale, 123 pays y ont participé et les négociations portaient sur presque tous les domaines d'échange, des brosses à dents aux bateaux de plaisance, des activités bancaires aux télécommunications, des gènes du riz sauvage au traitement du sida. Elle est en fait la plus vaste négociation commerciale de tous les temps et éventuellement, la plus vaste négociation de l'histoire, tous genres confondus. Par moments, l'échec avait semblé inévitable, mais en bout de course, le cycle d'Uruguay a permis de réaliser la plus grande réforme du système commercial mondial depuis la création du GATT à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nonobstant un parcours laborieux, il y a eu très vite quelques résultats. Au bout de 2 ans seulement, les participants étaient arrivés à un accord sur un ensemble de réductions des droits d'entrée perçus sur les produits tropicaux, exportés principalement par les pays en développement. Ils avaient aussi révisé les règles relatives au règlement des différends, certaines mesures étant immédiatement mises en œuvre. Ils avaient également décidé que les politiques commerciales des membres du GATT devaient faire l'objet de rapports périodiques, ce qui était apparu comme une initiative importante pour la transparence des régimes commerciaux dans le monde entier. L'idée du cycle d'Uruguay a germé en novembre 1982 lors d'une réunion ministérielle des membres du GATT à Genève. Les ministres envisagèrent de lancer un nouveau grand cycle de négociations, mais la réunion a achoppé sur l'agriculture. Ce qui fut considéré comme un échec. En fait, le programme de travail convenu par les ministres a constitué la base de ce qui allait devenir le programme des négociations du cycle d'Uruguay. Toutefois, il a fallu 4 années d'efforts, pendant lesquelles on s'est attaché à explorer et à élucider les questions en jeu et à dégager progressivement un consensus, avant que les ministres décident de lancer le nouveau cycle de négociations en septembre 1986 à Punta del Este, Uruguay. En décembre 1988, les ministres se sont de nouveau réunis à Montréal, Canada, pour évaluer les progrès accomplis à mi-parcours des négociations. Il s'agissait de préciser le programme de travail pour les 2 années restantes, mais les discussions ont conduit à une impasse qui a duré jusqu'au moment où les hauts fonctionnaires se sont retrouvés en avril 1989 à Genève pour approfondir la question. Au-delà des difficultés, les ministres ont approuvé à la réunion de Montréal un ensemble de premiers résultats, notamment des concessions concernant l'accès au marché pour les produits tropicaux en vue d'aider les pays en développement, ainsi qu'une rationalisation du système de règlement des différends et l'institution d'un mécanisme d'examen des politiques commerciales qui permettait pour la première fois de soumettre à un examen complet, systématique et périodique, les politiques et pratiques commerciales des membres du GATT. Lors des négociations devant s'achever au cours d'une nouvelle réunion de décembre 1990 à Bruxelles, les ministres n'arrivèrent pas à se mettre d'accord sur la réforme du commerce des produits agricoles. Ils décidèrent de prolonger les négociations. Malgré des perspectives peu favorables sur le plan politique, les travaux techniques se sont poursuivis intensivement pour déboucher sur la rédaction de l'avant-projet de l'instrumentum final. Le projet avait été établi par M. Arthur Dunkel, alors directeur général du GATT, qui présidait les négociations au niveau des hauts fonctionnaires. Les négociations se sont poursuivies dans l'incertitude, les dates limitées étaient fixées puis dépassées. D'autres questions se sont ajoutées à celles de l'agriculture pour devenir les principales sources de conflits, notamment les services, l'accès au marché, les règles anti-dumping et la création envisagée d'une nouvelle institution. Les divergences entre les États-Unis et l'Union européenne devenaient l'élément crucial dont dépendait le succès tant espéré des négociations. En novembre 1992, les États-Unis et l'Union européenne surmontèrent la plupart de leurs divergences attachées à leurs politiques agricoles respectives, en concluant ce qui était officieusement dénommé l'accord de Blair House. En juillet 1993, les pays de la quadrilatérale, États-Unis, EU, Japon et Canada, annoncèrent des progrès notables dans les négociations sur les droits de douane et les questions connexes, notamment l'accès au marché.
C'est finalement le 15 décembre 1993 que toutes les questions étaient réglées et que les négociations sur l'accès au marché des biens et des services ont été achevées. Le 15 avril 1994, les accords furent signés par les ministres de la plupart des 123 pays participants, lors de la réunion à Marrakech. Le retard accumulé a par contre permis à certaines négociations d'aller plus loin qu'il n'aurait été possible de le faire en 1990, en ce qui concerne, entre autres, certains aspects des services et de la propriété intellectuelle, et la création de l'OMC elle-même. On note tout de même que la tâche avait été immense, et que ceux qui gèrent le commerce international à l'échelle nationale ont dû manifester leur lassitude à l'égard des négociations. L'abondance de la matière à traiter a incité certains à penser qu'il ne serait plus jamais possible de mener une négociation d'une telle envergure. Or, les accords du cycle d'Uruguay prévoyaient des calendriers pour de nouvelles négociations sur plusieurs sujets. En 1996, quelques pays ont dû demander l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations au début du siècle prochain. Malgré les réactions, d'abord mitigées, l'accord de Marrakech énonçait déjà des engagements en vue de la réouverture des négociations sur l'agriculture et les services à la fin du siècle, qui n'ont pu commencer qu'au début de l'année 2000 et ont été incorporés dans le programme de Doha pour le développement à la fin de 2001. Enfin, l'OMC a remplacé le GATT en tant qu'organisation internationale, mais l'accord général subsiste en tant que traité cadre de l'OMC pour le commerce des marchandises, tel que mis à jour à la suite des négociations du cycle d'Uruguay. Il y a lieu de faire cependant un distinguo entre le GATT de 1994, les parties mises à jour du GATT et le GATT de 1947, l'accord originel étant toujours au cœur du GATT de 1994. Il appert ainsi que l'histoire du commerce mondial est marquée par trois grandes dates. Le 30 octobre 1947, accord du GATT, le 15 avril 1994, adoption de l'accord de Marrakech et le 1er janvier 1995, entrée en vigueur de l'accord de Marrakech. Schématiquement, les rounds se sont déroulés comme suit. 2. Les principes de l'OMC. Les accords de l'OMC reposent sur des principes à la fois simples et fondamentaux, qui orientent et réorienteront les règles du commerce à l'échelle mondiale. Les accords de l'OMC sont longs et complexes, car ce sont des textes juridiques portant sur un large éventail de domaines d'activité, à savoir agriculture, textile et vêtements, activités bancaires, télécommunications, marchés publics, normes industrielles et sécurité des produits, réglementations relatives à l'hygiène alimentaire, propriété intellectuelle et bien plus encore. Il appert ainsi que la libéralisation des échanges implique des principes visant à lutter contre toutes les forces de discrimination et de concurrence déloyale. Il s'agit de la clause de la nation la plus favorisée, du traitement national, l'interdiction des restrictions quantitatives et l'interdiction du dumping et des subventions publiques. Le principe de la nation la plus favorisée entend lutter contre toutes les formes de discrimination et implique l'extension automatique et inconditionnelle à tous les partenaires, des avantages ou des préférences qu'une nation peut accorder à l'une d'entre eux. Au terme des accords de l'OMC, les pays ne peuvent pas, en principe, établir de discrimination entre leurs partenaires commerciaux. Son importance est telle qu'il constitue le premier article du GATT, qui régit le commerce des marchandises. Il est aussi une clause prioritaire de l'AGCS et de l'ADPIC, même s'il est énoncé en des termes légèrement différents d'un accord à l'autre. Ce principe se heurte cependant à certaines exceptions, notamment les cas où des pays peuvent conclure un accord de libre-échange qui s'applique uniquement aux marchandises échangées à l'intérieur d'un regroupement économique. Cette situation établit une discrimination des marchandises, celle de l'intérieur et celle provenant de l'extérieur. Il en est de même de l'accès spécial à leur marché, aux pays en développement. Il va de soi qu'un pays peut ériger des obstacles à l'encontre de produits d'origine étrangère, qui font l'objet, à son avis, d'un commerce inéquitable. Dans le domaine des services, les pays peuvent également, dans des circonstances limitées, recourir à la discrimination. Cependant, ces exceptions ne sont autorisées dans les accords que sous réserve de conditionnalités rigoureuses. De manière générale, la clause NPF signifie que toutes les fois qu'un pays réduit un obstacle tarifaire ou ouvre un marché,
il doit le faire pour les mêmes biens ou services provenant de tous ses partenaires commerciaux, indépendamment de leur niveau de développement. Les exceptions à ce principe sont historiques, cas de bon voisinage ou situations liées à la colonisation, zone de libre-échange et union douanière, traitement préférentiel, PED, trafic frontalier, allocation préférentielle des contingents aux pays ayant un intérêt substantiel au commerce des produits concernés, protocole d'accession, exemption générale, protection des intérêts non commerciaux, dérogation spéciale et fausse exception. Le principe du traitement national concerne l'interdiction de toute discrimination entre produits nationaux et produits étrangers concurrents. Les produits importés et les produits de fabrication locale doivent être traités de la même manière, du moins une fois que le produit importé a été admis sur le marché. Il va de soi pour les services, les marques de commerce, les droits d'auteur et les brevets étrangers et nationaux. Le principe exige qu'on accorde aux marchandises locales le même traitement que celui appliqué aux produits étrangers. Principe affirmé avec force et figurant aussi dans tous les 3 principaux accords de l'OMC. Le traitement national s'applique uniquement une fois qu'un produit, service ou élément de propriété intellectuelle a été admis sur le marché. Toutefois, le prélèvement de droits de douane à l'importation n'est pas contraire à ce principe, même lorsqu'aucune taxe équivalente n'est perçue sur les produits locaux. Néanmoins, l'échange international augmente le bien-être économique d'une nation dans le sens où les gains des gagnants sont supérieurs aux pertes des perdants. Les restrictions quantitatives, autrement dit contingentement, ont pour objet de limiter la circulation de certains biens ou services. De manière concrète, les restrictions d'ITO se présentent sous forme d'un plafonnement autoritaire, soit en volume, soit en valeur de l'entrée de certaines marchandises, permettant ainsi aux pouvoirs publics nationaux de maintenir le prix intérieur du bien contingenté à un niveau supérieur au prix mondial. À ce sujet, les partisans du libre-échange craignent à contrario que certaines mesures de sauvegarde prises par les États afin de protéger leurs consommateurs, leur environnement ou leur culture, ne constituent en fait des prétextes pour mettre en place les barrières protectionnistes non tarifaires. Les accords d'autorisation temporaire, restrictions volontaires, conclus parfois entre des partenaires internationaux, nécessitent des limites. Le licenciement dans l'industrie textile en déclin au nord, la faiblesse des salaires et l'absence de législation sociale au sud, expliquent la fraction des quotas à l'importation de produits textiles du sud. On note que les négociations de l'Uruguay Round ont ensuite abouti à une augmentation progressive des quotas jusqu'à la disparition de l'AMI. La subvention directe offre une alternative aux droits de douane ou aux quotas pour protéger les industriels d'un pays. À l'origine, le dumping était une pratique qui consistait à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché national. Il s'agit en fait d'une pratique consistant à offrir dans le but d'accentuer un marché, en faisant disparaître les concurrents des produits ou des services à un prix inférieur à leur prix de revient. C'est donc une pratique commerciale qui consiste pour une entreprise à vendre mieux sur les marchés extérieurs qu'intérieurs un produit identique. De façon conclusive, le dumping constitue une pratique commerciale qui consiste à vendre un produit sur les marchés étrangers à un prix inférieur à sa valeur normale ou à un prix inférieur au prix pratiqué sur le marché national du pays exportateur. Il s'agit généralement pour les exportateurs d'écouler les excédents de production que la demande domestique ne parvient à absorber. Ce type de discrimination spatiale par les prix, traditionnellement considéré comme une forme de concurrence déloyale dans le commerce international, est réprimé par le Code anti-dumping adopté en 1968 et complété ultérieurement en 1979 et en 1994, qui autorise les pays touchés par le dumping à instaurer des droits compensateurs sur les produits concernés, à condition qu'ils puissent démontrer la réalité et l'importance du préjudice subi. C'est donc dans ce contexte que les pays d'Asie ont souvent été accusés par les États-Unis de pratiquer le dumping et ont fait l'objet des mesures de rétorsion, droits compensateurs anti-dumping. Les subventions publiques, à l'exception des aides publiques à la recherche, au développement régional ou à la protection de l'environnement, sont elles aussi interdites, notamment les subventions à la production nationale ou les subventions aux exportations versées aux producteurs nationaux. Les deux sont considérées comme des pratiques déloyales, en ce qu'elles influencent directement la compétitivité des bénéficiaires.
Les premières conduisent à une réduction des importations concurrentes des produits nationaux subventionnés, tandis que les secondes favorisent les produits nationaux sur les marchés internationaux au détriment des produits étrangers concurrents. Elles sont réprimées par le Code anti-subvention, qui autorise les pays préjudiciés à imposer des droits compensateurs à l'entrée des produits incriminés. Les États-Unis ont largement utilisé cette procédure à l'encontre de l'Europe, non seulement à propos de ses exportations agricoles, de l'acier et de l'aéronautique. En 1992, un accord bilatéral entre l'Europe et les États-Unis a tempéré l'élan de l'Europe qui subventionnait aussi Airbus pour contrer les subventions des États-Unis accordées à Boeing. 2.3. Les missions de l'OMC. Les missions de l'OMC sont, notamment la libéralisation du commerce international, la prévisibilité, la promotion de la concurrence loyale et encouragement du développement et réformes économiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.